Merci beaucoup. On va sans transition passer à tout ce qui concerne plutôt la rééducation par la robotique et la réalité virtuelle. Et c'est le docteur Pontier qui va faire l'introduction et qui sera suivi ensuite immédiatement par l'équipe de Lausanne, le docteur Karine Dizeran et monsieur Duflon. C'est possible de s'organiser comme ça. Alors on va s'organiser même différemment puisqu'on a quand même une demi-heure de retard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire intervenir l'équipe de Lausanne qui a une bonne expérience de l'Erigo Pro, qui est le robot de rééducation qu'on utilise dans les structures de neuroréhabilitation aiguë. Et puis après, on passera directement à l'intervention d'Eva Chignier sur la réalité virtuelle. J'appelle donc le docteur Dizeran et Serge Duflon. Vous nous lancez 3 défis. 3 défis. Le premier, de rattraper le retard et puis de vous laisser quand même faire la pause. Oui. Ce défi, j'arrive pas à le relever, même si je raccourcis tout. Il y aura un retard. Le deuxième défi, on a résolu, c'est comment montrer des vidéos sans connecteur HDMI grâce à des collègues qui nous ont fourni leur ordinateur. Et le troisième défi, c'est le défi que je pensais être un défi, mais finalement, j'ai l'impression qu'on est parfaitement ensemble, en phase. Où sont les difficultés du diagnostic? Déjà, est-ce que comme état de conscience non répondant, etc., est-ce que c'est un diagnostic? La question a été posée. Au niveau international, on débat là-dessus. Deuxièmement, comment, surtout en phase aiguë, et c'est ça ce que on va vous montrer, comment on pose le diagnostic quand justement il y a tous ces pièges que Jacques Lyotet a énoncés sont présents. Alors, pour montrer quel est le rôle là-dedans du robotique, il fallait quand même qu'on dise un mot sur cette difficulté, pourquoi certains patients échappent dans les mailles des échelles. Merci. Moi, je fais quand je change. OK. Comme vous voyez, on a dû vaincre plusieurs. Et ça continue. J'arrive pas à avancer avec ça. Heureusement qu'on est deux. Je présente déjà notre physiothérapeute qui est instructeur du robot Erigo, qui va vous montrer quelques détails, comment l'utiliser dans cette phase aiguë. Et voilà. Non, pas si vite. Alors, qu'est-ce que c'est au fond ces patients qui sont si difficiles à diagnostiquer malgré des échelles validées dans le coma, notamment le Coma Recovery Scale? Et la question de notre collègue Kiefer a été posée. Est-ce que c'est cette échelle ou est-ce que c'est d'autres échelles? Et je pense que la solution, c'est le complément. Le Coma Recovery Scale 1, il y a énormément d'études qui se basent là-dessus. Ce sera la catastrophe si on dit elle ne vaut plus rien. Et elle vaut énormément car elle décrit une procédure, comment examiner ces patients. Mais tout le monde a dit il y a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, au fond, c'est les familles, leur observation, et les soignants, leur observation. On a fait depuis 2009 qu'on a ouvert notre unité de neuroéducation aiguë qui intervient dans les soins intensifs et avec une unité d'éveil de coma de soins continus. On a essayé tout ce que vous avez présenté au niveau neurophysiologique. Mais nous avons en face de nous des patients à qui on ne peut pas donner de commande verbale. On a des patients avec des troubles de vigilance. On a des patients qui ont des polyneuropathies des soins, qui ne peuvent pas interagir. Et néanmoins, au début, on dit celui-ci, il va interagir et celui-ci non, même si les scores sont la même chose. Et ça, je vais vous démontrer sur la base d'un cas. Mais c'est 80% de nos patients. Je commence avec ce slide parce que c'est notre réalité qu'on a vécue aujourd'hui depuis ce matin. Et c'est absolument la réalité avec ces patients. Vous avez devant vous un patient où vous avez l'impression que quelque chose fonctionne, comme ici le bimère. Notre ordinateur, nickel. Il y avait des câbles pleins et puis il y avait le projecteur. On a l'impression que tout ça fonctionne,
Mais néanmoins, hop, s'il y a une lésion à un endroit stratégique, il n'y a plus rien. Et ça, c'est ce type de patient de la Cognitive Motor Dissociation, CMD, ou dissociation cognitivo-motrice. C'est des patients qui n'ont pas une lésion diffuse, mais qui n'ont plus la capacité d'interconnecter les régions stratégiques du cerveau pour pouvoir interagir avec nous et à nos commandes. Next. Alors, avant tout, pourquoi on fait la neuroéducation? C'est pour redonner le sens au patient, pour retrouver une qualité pour lui. Et quel est le but de la neuroéducation? Et c'est à ces buts que la robotique, elle peut nous aider. Le premier but, c'est de stimuler la plasticité neuronale et de rechanger la cartographie. C'est ça, la chance de la neuroéducation, c'était montré, next, dans les années 90, dans la décade du cerveau, notre cerveau est modulable, on peut changer la cartographie. Même à vous, j'espère que votre cartographie pour la compréhension des troubles de la conscience après toute cette journée a changé. C'est la même chose pour nos patients, mais la condition qu'il y a une répétition dans les exercices et ça va être motivant. Next. Et puis, le but de notre neuroéducation en aigu, notamment avec des patients de troubles de conscience, c'est d'améliorer leur capacité d'interagir, un, pour qu'on fasse un meilleur diagnostic, et deux, pour améliorer leur outcome, parce qu'on sait un patient qui reste au lit, à l'horizontale, déafférente, et le pronostic va de moins en moins bien le jour qu'elle avance. Next. Et le troisième but, c'est qu'on propose des meilleurs diagnostics, le challenge que tous les orateurs précédents ont démontré. C'est notre recherche pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Ces bonnes décisions au bon moment, je suis devenue très, très modeste, changent complètement selon le pays. Déjà en Suisse, ce n'est pas des pays, mais des cantons. Si vous passez outre Sarine, les habitudes pour les décisions sont déjà différentes, selon les cultures, selon les religions. Il n'y a pas aujourd'hui le but de vous montrer le meilleur diagnostic, tout ce qu'on fait, les commandes, le BCI, pour dire celui-ci, on va le laisser partir, ou celui-ci, non. Celui-ci, il a le droit à la stimulation neurosensorielle, celui-ci, non. Non, mais il faut éviter que vous avez devant vous un patient et vous avez l'impression qu'il est en état de non-réponse et il perçoit. Ça, c'est notre mission. Et à savoir que ces patients-là répondent extrêmement bien à l'approche neurosensorielle. Mais même tous les autres doivent en bénéficier. Parce qu'en phase aiguë, ce que Jacques Loyotti a très bien dit, pour faire toutes ces stimulations, il faut du calme. Chez nous, c'est rien de calme. Soit intensif, c'est bruyant. Soit continu, c'est bruyant. Il n'y a même pas il y a des parois. Il y a juste un rideau entre un lit et l'autre. Il y a 8 lits sur un petit espace. Alors, on n'a pas toutes ces conditions et on a des patients qui ont des troubles vigilance qui ne peuvent pas être stimulés avec tout ce qui a été démontré quand c'est stabilisé. Alors, comment on peut faire bénéficier les patients pour un meilleur diagnostic? Il faut donner une approche adéquate pour faire le meilleur diagnostic dans cette approche-là. Le quatrième but, c'est prévenir les complications. Next. C'en est une. J'espère que ça ne vous passe pas l'appétit de votre pause qui est retardée, mais on va rattraper le temps. Non, juste avant ça, c'est un ESCAR 2009. Ce n'est pas un pays de développement, mais c'est justement ce qu'on va montrer dans les préventions, comment, par la mobilisation et la robotique, on peut prévenir cela. Next. Voilà. Alors, quels sont nos moyens? Les moyens en aigu, avant tout, avant le robotique, c'est une équipe interdisciplinaire pointue qui comprend qu'est-ce qu'une lésion a comme problème et comment on la traite. Et le neuroéducateur a un petit rôle juste de coordonner cette équipe et de partager ce savoir. Il y a un petit intrus pour augmenter votre perception. C'est une équipe qui a de l'humour parce que nous avons pendant 2 mois pu bénéficier d'un assistant de Liège qui nous a dépanné. Et quand j'ai demandé sa photo, il m'a mis un intrus pour remplacer la secrétaire, mais je ne pouvais pas l'enlever. Alors voilà, si vous avez trouvé l'intrus, vous avez une bonne awareness, perception, et vous êtes encore consciente. Next. Alors, le deuxième, cette équipe, elle peut utiliser le robotique, mais ils doivent comprendre pourquoi ils utilisent le robotique et comment le faire fonctionner. Et cette robotique va permettre d'avoir une rééducation qui est répétitive,
intensive et reproductible entre un et l'autre thérapeute. Next. Et ceci permet ces études. Ces études, ici, on a aussi des personnes concernées, peut-être d'autres langages vous touchent, mais dans des congrès internationaux, ce qu'on fait n'est pas très sexy. Et on n'en fait pas des études 10 par année parce qu'on est confronté à la difficulté de mettre des patients dans une machine. Ils sont agités, l'IRM est impossible, les potentiels évoqués, c'est confronté à tous les problèmes techniques. Néanmoins, si on veut démontrer quelque chose, et on doit démontrer la clinique a un fondement neurophysiologique, neuroimaging, les robotiques nous aident parce que justement on peut faire un mouvement, on peut rééduquer un mouvement par la répétition. Ce qu'on a fait dans cette étude, on a démontré qu'après une injection de toxines, le mouvement répétitif sur un vélo améliore la cartographie. Et ça, c'est valable pour toutes les approches. Next. Alors, le deuxième moyen, c'est d'évaluer les patients, pas quand ils sont quand ils sont couchés, et dire, ouais, parce qu'il ne bouge pas, il n'est pas conscient, mais de le verticaliser. Et ça, clairement, je vais vous le montrer, va diminuer la confusion entre un patient vigilant ou un patient qui a des troubles de conscience. Next. Dès que vous voyez un robot, c'est lui. C'est un nouveau défi technique. Ça marche? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, venez ici. Non, ça marche. Je crois que c'est plus facile comme ça. Ça me permet juste de vous présenter, d'introduire rapidement le robot de rééducation. Ici, pour verticaliser un patient comateux, pour le mettre dans les meilleures conditions sécuritaires et d'éveil, pour permettre un diagnostic le plus pertinent de son état. On y reviendra à la machine un peu plus tard, plus en détail. Je vais un peu pencher ma tête parce que je n'ai rien devant. Alors voilà, on revient à ce qui a été dit avant, mais très brièvement. On a ces classifications qui permettent effectivement de bien différencier des patients avec des vrais troubles de la conscience. Next. Mais néanmoins, il y a toujours dans toutes les littératures, et on l'a montré ce matin, 32% de faux diagnostics. Next. Ceci a été introduit, ces difficultés de faire ce diagnostic par différents papiers, mais celle qui, pour nous actuellement, comme Jacques Lyoté, le petit clin d'œil pour Lausanne, a été décrit par Nicolas Schiff en 2015. Il s'agit des patients qui s'appellent les patients avec des dissociations cognitivo-motrices. Ça veut dire le patient qui a probablement une meilleure cognition, mais qui ne peut pas transmettre avec la motricité cette cognition. Next. Qu'est-ce qui nous a permis à mieux comprendre ce type de patient? C'est l'observation clinique. Next. Et puis nous avons pu publier en 2016 un complément d'instruments qui n'est pas une échelle, mais binaire d'observation du comportement moteur, qui est toujours en lien avec le Comerica Scale parce que c'est une méthodologie. Next. Et next, ça nous a permis, dans ce groupe de patients qui sont classés troubles de la conscience, disorders of consciousness, il y a effectivement la majorité, déjà en 2016, la majorité des patients finalement, c'est des patients avec une dissociation cognitivo-moteur. Et puis le chiffre de 2016 se confirme toujours aujourd'hui, 80% en phase aiguë de patients, selon les échelles, seraient des disorders of consciousness. Next. Et puis next, faites jusqu'au bout l'animation. Alors ça nous a permis, cette observation clinique qui permet de valoriser le moindre petit signe et souvent aussi rapporté par les familles dans un stimulus motivant, parce que les familles, c'est le meilleur stimulus motivant, nous a permis de différencier entre les CMD, ces patients en bleu, et puis les patients en rouge, qui étaient dans le même groupe diagnostique au début, mais avec l'observation du comportement moteur, qui avait deux groupes. Et les deux groupes ont un outcome complètement différent, comme vous allez voir avec le patient. Next.
Alors, ça a été décrit en 2017 et 2018 par le groupe de Tchachino, Chief, Liège, qu'avec l'IRM et EEG, on peut dire next, et va aller jusqu'au bout aussi de cette animation. Non, retournez voir. Je suis désolée, je peux pas, on doit parler, on ne peut pas connecter. Voilà, alors ici, vous avez justement des patients qui ont été classés sur le premier niveau parce que la motricité, on peut l'interpréter, la réaction à l'incitation verbale, mais il y a un troisième niveau qui est pour les patients qui ne peuvent pas avoir ces instruments pour transmettre ce qu'ils perçoivent d'une manière consciente, et ils ont démontré avec l'IRM et l'EEG qu'ils ont une meilleure cognition. Mais notre réalité du jour, de tous les jours, dans les soins intensifs, nous n'avons pas à disposition, et le patient n'est pas dans la disposition toujours de cette technique. Next. De ce fait, on a dû se confronter à la clinique, et puis vous allez voir, problème technique, voilà. Vous allez voir un patient qui au début était coma et finalement il était selon score après UVS. Néanmoins, si vous regardez très bien, le patient il ne bouge pas du tout, il interagit, mais tout à coup il fait un mouvement intentionné. Ce mouvement n'est pas reproductible, il n'est pas répétitif. Il ne fait pas sur la commande, mais il faut l'observer. Des fois, on tourne le dos au moment qu'il le fait. Ce qui nous permettait de dire, depuis le début, il s'agit d'un patient avec une dissociation de la capacité motrice et de la cognition. À côté, vous avez un patient qui est typique, minimal conscious state, après UVS. Cliquez dessus, volontiers. Et ce patient, effectivement, qu'est-ce qui est caractéristique? Il a des mouvements réflexes, il a des mouvements non intentionnés, et ce comportement, depuis le début, si ce n'est pas une lésion du tronc cérébral, ça traduit, comme déjà Posner, dans son premier livre, montrait qu'une atteinte disconnexion de l'aire corticale, celle qui a l'intégration de la perception consciente. Next. Voilà, je ne veux pas aller dans le détail, j'ai déjà rajouté ce dia parce que Jacques Lyoté a parlé du Coma Recovery Scale et les autres orateurs par la suite aussi. Selon le Coma Next, le Coma Recovery Scale, ces deux patients étaient UVS et puis en Next, en rajoutant, mettez toute l'animation dessus, en rajoutant l'observation du comportement moteur, c'est que le signe positif, la réaction à la douleur, je n'ai pas montré toutes les vidéos parce que j'ai enlevé quelques-uns pour rattraper le temps, mais la façon comme il réagissait à la lumière avec une ébauche de défense, sans que ce soit répétitif non plus, comme les échelles de la douleur, évaluation de la douleur le commandent. Et puis l'absence, et c'est important, l'absence de signes négatifs. Ça veut dire quand un patient n'a pas de signes de décortication et de décérébration et de mouvements réflexes et de rolling eyes, des yeux qui se ballottent, mais quand il y a un patient qui est akinétique, qui ne bouge pas et des fois même pas les yeux, comme chez ce patient qui ne fait rien sur la commande, c'est des patients qui ont toute une autre étiologie. Et à part les patients qui ont une atteinte du tronc cérébral, là, on peut aussi trouver des signes pyramidaux, des signes de décortication, comme on dit dans notre jargon. Next. Next. Alors, on a identifié 8 pitfalls, des pièges que nous rencontrons dans la phase aiguë, qui justement font que ces échelles doivent être pondérées avec une observation détaillée du comportement moteur, parce que ces patients, comme notre patient, en cas d'une lésion frontale, le lobe qui planifie, s'il est touché, on ne fait plus rien. Si vous avez un problème là-haut, vous ne serez pas ici, et vous serez ou bien déjà dehors, parce qu'il y a le café qui attend. Alors après, ce patient, il a aussi une atteinte du tronc cérébral, ce qui fait qu'il est tétraparétique, et en plus, ce patient avait une grosse aphasie. C'est pour ça qu'il n'interagissait pas du tout sur quelconque commande verbale. Next. Si vous voyez ici l'IRM à gauche est beaucoup plus impressionnante, avec plus de lésions, mais c'est dans ces régions stratégiques qui sont nécessaires pour qu'on puisse interagir. Plus l'oculomotricité était complètement abolie chez ces patients.
Aucun signe, aucun miroir aurait pu évoquer quelque chose. La seule chose, c'était la première fois qu'on en a fait le diagnostic. Il était sur les rigots, comme vous allez voir, mais encore aux soins intensifs. Il y a sa femme qui est venue et schlac, il y a fixation. Et ce n'était pas ce regard inhabité, il était habité, mais pas du tout reproductible. Et à droite, vous voyez un patient qui a eu les lésions axonales du fus, ça veut dire les axones qui relient les régions sous-corticales au cortex, étaient complètement détruites. Il a émergé, mais avec un autre tableau clinique. Next. Alors, vous voyez ce patient 9 semaines après un état de UVS, de non-réponse, et aucun patient avec des vrais troubles de conscience va marcher après 9 semaines et va parler. Il a récupéré aussi son aphasie. C'est un VIP de Nestlé Chocolat qui était de haut niveau. Il est toujours encore frustré parce qu'il n'a pas le haut niveau, mais pour la majorité, ce sera un succès. Et ça, c'est 80% de nos patients, ils partent quasiment tous en interagissant de chez nous. Next. Après 5 mois, il fait du vélo avec ses enfants. Ça aussi, aucun disorders of consciousness, trouble de conscience. Après 5 mois, vous le trouvez comme ça. Next. Et puis, ces patients, justement, interagissent très bien avec l'approche neurosensorielle, qui est une approche interdisciplinaire, next, qui vise à ouvrir la petite porte des 5 sens pour stimuler les interconnexions, next. Et puis, next, aller jusqu'au bout de l'animation. Ces interconnexions sont fondamentales pour qu'on peut interagir et répondre à ce que nous, les échelles, nous demandent de leur faire. Si vous avez qu'une anesthésie totale, vous n'interagissez pas. Et ça, c'est possible quand vous avez par exemple une lésion du tronc postérieur, il n'y a rien qui passe, et vous ne bougez pas, ou une atteinte des nerfs crâniens. Next. Et puis, il faut un autre élément qui est important, que je pense les familles qui sont ici peuvent le prouver. Il faut que ce soit motivant. Il faut que le stimulus qu'on approche parle aux patients. C'est pour ça on fait des questionnaires de vie au début pour capter avec les familles comment le patient elle aimait l'eau froide, l'eau chaude, dehors, non, quel type de musique, dans la culture, qu'est-ce qu'il est habitué de faire. Ça ne sert à rien de donner à une personne âgée du rap et à un jeune du classique s'ils n'aimaient pas cette musique pour les faire avancer. La motivation, et on a trouvé justement, on ignorait au fond que dans le terme mouvement, il y a mover, il y a motivation. Next. Et ça, c'est neurophysiologiquement approuvé. Et puis, les études démontrent ça aussi. Les émotions, les bonnes émotions, les négatives émotions. C'est des projections dans la région dessous le cortex qui se projettent au-dessus du cortex, dans les aires prémotrices. C'est un peu le pré-garage avant qu'on puisse commander le mouvement. Et puis là, toutes ces informations, aussi la motivation, vont être intégrées. Et ça fait des fois, comme une voiture qui n'a pas d'essence, un peu d'essence et le clic, que les patients bougent mieux. Next. Voilà, là vous pouvez aller jusqu'au bout de l'animation. Dans cette cognition-là, vous allez voir avec l'exemple que Serge va vous montrer comment, quand on bouge quelqu'un, quand on le verticalise et quand on amène les familles, il y a quelque chose. Quand vous êtes couché ou assis dans sa chaise, il n'y a rien comme interaction. Serge. Ça marche. Non, je suis trop loin. D'abord, une toute petite vidéo qui nous montre un peu, qui motive les physiothérapeutes, les kinés, comme vous dites ici, parce qu'on a remarqué qu'une partie du succès, c'était aussi la motivation du thérapeute lui-même, qui transmettait un peu sa motivation au patient. Alors ça, un exemple comme celui-ci, c'est aussi ce qui nous permet nous-mêmes d'être motivés. On voit le patient au fauteuil qui a été déjà motivé, enfin mobilisé hors du lit. Et puis ensuite, le même patient juste après sur la machine qui est vraiment clairement plus éveillé, plus participant sur la machine. Alors ça ne fait pas tout, mais je pense que ça fait beaucoup si le thérapeute est convaincu et motivé pour faire ça. Ensuite, on m'a donc invité ici pour parler de notre expérience avec cette machine précisément de robotique.
Alors je vais vous proposer une petite animation qui est assez rapide d'une séance complète avec ce robot qui s'appelle l'Erigo Pro en l'occurrence. Et puis je vais vous en parler un petit peu. Donc voilà, tout va assez rapidement. On a donc cette machine, la version basic déjà depuis 2012. Et puis maintenant on a eu la version Pro. Sur cette vidéo, vous pouvez voir un patient qui est mobilisé déjà en phase très aiguë. Il s'agit donc d'une table de verticalisation qui est mixée avec un mécanisme de steppage qui permet une verticalisation progressive et une mise en charge alternée, jambe gauche, jambe droite, avec un mouvement qui reproduit la marche. On a pu se rendre compte que c'était une façon safe de mobiliser nos patients. Et puis, sur la version Pro, celle qu'on voit à l'écran, vous voyez peut-être il y a tout un système de câblage, et c'est la stimulation électrique fonctionnelle, la FES, qui permet encore de diminuer les risques de syncope et d'avoir en même temps de diminuer la fonte musculaire. L'expérience nous a montré qu'il fallait bien 10-15 minutes ou 15-20 minutes pour installer un patient complexe sur la machine, et puis à peu près autant pour l'en désinstaller et le réinstaller confortablement au lit ou au fauteuil, pour une séance qui peut durer entre 15 minutes et 3/4 d'heure. Donc vous voyez le temps que ça peut prendre au niveau global. Et là, en l'occurrence, on est souvent 2 kinés pour le début de la préparation, ou bien au moins un kiné et l'infirmière qui nous assiste. Et puis souvent on a besoin d'aide de nouveau pour la phase finale. Et puis on ne se contente pas de juste le mettre debout, mais également de le stimuler une fois qu'il est en état d'éveil un peu plus important. Et puis, justement, on a de l'expérience avec les neuropsychologues qui profitent de venir pendant notre séance pour profiter de cet éveil un petit peu meilleur, pour faire les tests comme on a parlé avant au niveau de diagnostic, et puis pour faire certaines activités avec eux. On a aussi l'expérience avec les ergothérapeutes qui viennent se mixer à nos séances. Et puis, par rapport aux logopédistes, on est un peu plus réservé, enfin, elles sont un peu plus réservées parce qu'il y a ils ne savent pas trop bien comment profiter de l'état d'éveil un peu meilleur qui serait favorable à la déglutition, mais elles trouvent que la marche n'est pas l'élément idéal, le plus reproductible ou représentatif de l'état où on est quand on mange. Donc, elles sont partagées, pas encore tout à fait au clair avec ça. Voilà, vous avez vu toute la séance, ça a duré à peu près 1h10. Je vous l'ai résumé en 3 minutes. Ici aussi, une fois que, juste une représentation, quand le patient il est en haut, vous l'avez vu sur la vidéo d'avant, un peu plus lent maintenant, profitez que le patient est plus éveillé pour faire interagir avec la famille, là en l'occurrence avec son fils, pour essayer de créer un cercle positif, plus d'éveil, la motivation de la famille, créer encore plus de motivation pour le patient, et je pense que tout le monde est gagnant. La famille est contente parce qu'il voit le patient dans un état qu'il n'a peut-être pas eu l'occasion de voir autrement. Voilà. Maintenant, juste quelques études, ou une étude en l'occurrence maintenant, qui parle de ça. Alors, on parle de la CRS, c'est l'étude de Frasita, qui montrait qui a mesuré sur un certain nombre de patients qui étaient en état de conscience minimale ou en état végétatif, qui ont eu une amélioration significative de la CRS-R, dont le groupe qui a été verticalisé, c'était 30 minutes d'Erigo, sur l'Erigo sans compter justement le montage, plus une séance normale de physiothérapie de 30 minutes. Et puis le groupe contrôle qui avait le temps équivalent à peu près de physiothérapie sur la journée. Et puis, ce qui était intéressant surtout, c'était de voir que c'était représentatif entre l'entrée aux soins intensifs
et la sortie des soins intensifs. Mais là, il y avait un biais parce que les patients qui ont été dans le groupe de verticalisation ont été plus longtemps aux soins intensifs parce que le protocole voulait qu'il soit tant de temps aux soins intensifs. Par contre, il est réellement significatif par rapport à l'entrée et à la sortie de l'hôpital, parce que là, il n'y a plus ce biais-là. Donc aussi, le gain est pérenne dans le temps, ce qui était intéressant. Juste pour dire qu'à ma connaissance, il y a aussi 3 Erigo dans la région parisienne, que vous voyez ici. Il y en a peut-être plus, mais je ne suis pas au courant. Juste une dia pour vous rappeler l'interconnexion des 5 sens, et puis pour stimuler ces 5 sens de manière optimale. Et puis un de nos outils, c'est le jardin thérapeutique qu'on a depuis qu'on a créé au CHUV et auquel on a l'accès aussi pour les soins intensifs, qui permet de reproduire un milieu, disons, un peu différent que celui de l'hôpital, un peu plus stimulant, un peu plus réel, un peu moins aseptisé. On a même pu mettre la machine d'Erigo une fois dehors, alors ça demande encore plus de temps et de moyens là. Vous avez beaucoup de gens autour, ce n'est pas le cas d'habitude quand même, mais c'est possible. Voilà. Alors là, vous voyez le même patient, et ici, in-outdoor, là, il y a les initiations qui sont ralenties, et quand il est en outdoor, vous avez le même jour, on nous a mené une étude qui est soumise maintenant, que les randomisés in-out, et là, l'initiation est beaucoup plus grande. Et puis là, vous avez l'autre patient qui est en minimal state, il est tout à fait émergé, mais il a tout un autre comportement. À savoir qu'il n'y a pas une ou l'autre thérapie, c'est la stimulation des 5 sens, plus le fort puissant stimulateur de la gravité et proprioceptivité qui fait dans l'approche in-outdoor, on a pu démontrer statistiquement significatif la différence selon l'atteinte des objectifs thérapeutiques en phase aiguë. Next. Je raccourcis un peu. Une des hypothèses de la localisation, comme je disais au début, les patients qui ont des troubles de conscience profonde avec toute une autre évolution ont une atteinte beaucoup plus diffus, comme ça montre le PET à droite. Par contre, les patients qui ont justement cette dissociation cognitivo-motrice ont des lésions focales, mais une préservation des aires qui sont responsables pour initier, pour au moment que ça reconnecte par les voies associatives, qui est promis aussi par cette stimulation, ils retrouvent la motricité. Next. Avec une méthodologie, c'est assez difficile parce qu'ils ont beaucoup de lésions crâniennes, des volets souvent encore pas mises, et la méthodologie est complexe pour démontrer ça en phase aiguë, mais ça confirme avec cette approche de PET. Next. Et puis ici, maintenant, on a le dernier sujet. On est en retard, c'est la prévention. Rapidement, juste parce que quelle est l'utilisation de l'Erigo là-dedans et du Motomed, qui est un cycle. Le gangrène, il y a une grande complication, et le gangrène est sur adrénaline. Next. Parce que la désafférentation, le coucher, ça crée des hypotensions avec les fontes musculaires. Next. L'adrénaline est néfaste, mais donnée pour éviter ces hypotensions qui sont aussi néfastes pour le cerveau, mais ça crée des vasoconstrictions, ça fait des escarres, comme je vous ai montré au début, et des gangrènes. Next. Et notre aléa est justement de remplacer la mobilisation que de l'adrénaline, parce qu'on produit de l'adrénaline endogène, ce qu'on a démontré par une étude, très rapidement montré, juste dites avec une phrase ce que cette étude a montré. C'est un des constructeurs de l'Erigo, justement, qui avait fait cette étude, déjà en 2004, qui a réussi à montrer que si on rajoutait un mécanisme de steppage ou de mouvement cyclique des jambes, on arrivait à stabiliser la pression sanguine, pas à 2 minutes, pas à 6 minutes, mais à plus long terme, là, à 30 minutes en l'occurrence, quand ils l'ont repris, il y avait une différence significative de la stabilisation de la pression sanguine. Serge, aussi qu'une phrase pour ça, parce qu'on est sous pression du temps. L'étude, c'est un autre robot qu'on peut utiliser en rééducation pour
favoriser la circulation sanguine, même pour les patients alités. C'est l'étude de Burtin qui l'a montré, qui a pu montrer qu'avec un robot qui s'appelle le Motomed Leto, on pouvait améliorer la force du quadriceps de manière significative, et ça avait une répercussion fonctionnelle sur le 6-minute walking test ainsi que le test de la qualité de vie. Voilà, alors on a comparé la verticalisation standard versus Motomed versus Erigo, next. Et on a pu démontrer, c'est une mobilisation progressive, l'Erigo, next. Et on a pu démontrer que la chute tensionnelle que vous voyez avec la verticalisation standard est évitée quand vous avez une préparation avec un Motomed Leto où la verticalisation se fait avec l'Erigo, next. Et ce qui est intéressant, le dosage des amines endogènes, spécialement la norépinéphrine, montre que ça monte par la stimulation du mouvement, notamment du mouvement répétitif. Et c'est pour ça qu'on peut contre-réguler ces chutes tensionnelles. Next. Nous avons une perspective parce que vous avez vu toute la manipulation de l'Erigo et prend du temps et des ressources. Alors, voilà, ça c'est notre perspective. Dans un futur proche, on va pouvoir faire l'expérience avec un nouveau robot, puisqu'on a vu que justement on mettait du temps pour mettre le patient sur l'appareil. On va pouvoir faire l'expérience avec un robot où c'est l'appareil qui vient vers le patient et on espère que ça va diminuer le temps et le besoin en personnel et qu'on va pouvoir augmenter du coup le nombre d'utilisations, le temps d'utilisation et encore diminuer les conséquences néfastes de l'alitement. Maintenant, on aurait voulu l'avoir avant de venir à cette présentation, mais ce n'est pas le cas. Alors, on a construit ensemble avec un ingénieur de l'Allemagne cet robot qui va venir en janvier. C'est un prototype et puis on a démontré dans un MBA qu'on a les coûts et on amortit la première année parce qu'il y a les ressources qui sont gagnées et puis en même temps c'est sécuritaire et puis il raccourcit la durée moyenne de séjour. Next. Voilà, très brièvement, on a démontré qu'en Next, dans une étude, que l'approche neurosensorielle, Next, il permet, par exemple aussi pour sévrer les trachées, d'avoir moins de patients trachés à la sortie de l'unité. Next, mettez toute l'animation et puis avec moins de temps et un gain sur la durée moins de séjour. Vous savez, on a tous la bataille à faire. C'est joli de faire la neuroéducation, mais ça se paye, c'est cher. Et pourquoi? Mais maintenant, on a le DRG, c'est un package de paiement. Alors, chaque jour qu'on gagne, fait gagner l'hôpital, et ça, c'est notre sauvetage. Next. Voilà, et puis vous voyez le patient à gauche qui, après une année, reskie, tandis que l'autre, il est aussi complètement émergé, l'autre patient, mais il a cette attitude de l'atteinte pyramidale, il a un autre comportement, il a moins d'autonomie. Pour tout le monde, c'est nécessaire de donner une approche neurosensorielle, mais c'est important d'avoir le bon diagnostic et donner aux familles les informations les plus proches qu'elles sentent quand ils sont autour du patient. Next. Et là, notre remerciement à notre équipe et toutes les équipes de l'EPFL et des services neurochirurgie et radiologie qui nous permettent maintenant de prouver la clinique. Et effectivement, elle se traduit dans le neuroimaging, comme mes collègues essaient aussi de trouver. Merci beaucoup.